psychologie criminelle, criminologie clinique, axé davantage sur les agressions sexuelles en introduction de ce cours, avec une partie appliquée sur une affaire criminelle. Vous avez donc vos documents sur votre téléphone. Vous allez prendre le document Affaire analysée 1. Affaire analysée 1. Et vous allez directement à la page 7. S'il vous plaît. 9, pardon. 9 sur 27. Ça démarre par un grand-parent de X. Alors, s'il vous plaît, concentrons-nous sur la biographie et les éléments que nous avons pu répertorier relatifs à X. X est un individu qui a connu, nous allons voir, une vie compliquée, au travers de laquelle nous allons petit à petit décrire la réalité et surtout commenter sa vie au filtre de ce que nous avons exposé ce matin. Donc à chaque fois que vous voyez quelque chose qui pourrait bien l'illustrer, qui pourrait bien appliquer, par exemple l'introjection, par exemple le transfert, par exemple la psychose, par exemple l'enfant roi, etc., vous le manifestez. D'accord ? De toute façon, je m'arrêterai à un moment donné pour vous poser la question, pour que les choses soient claires. Ok ? Alors, tout commence, comme toute bonne étude dans l'amnèse ou dans la restitution intégrale d'une vie, des aspects transgénérationnels. Transgénérationnel, ça veut dire qu'est-ce qui va venir, éventuellement, du passé sur plusieurs générations de l'individu. Par exemple, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère avait déjà été violée et il se trouve que la victime a été violée. A priori, pas de lien direct, évidemment, mais on regarde de près quand même, parce qu'il existe des inconscients, il existe des victimations transgénérationnelles. Nous avons vu également ce matin qu'il y avait des reproductions inconscientes de situations qui peuvent aussi s'inscrire dans une dimension transgénérationnelle. Et pour toutes ces raisons, il faut quand même qu'on parte de très loin avant d'en arriver à l'individu et de voir chronologiquement, il avait 5 ans, il avait 10 ans, il avait 18 ans, qu'est-ce qui se passe. D'accord ? Donc on part de loin. Ses grands-parents paternels. Nous savons que le grand-père paternel est mort avant la naissance de X. Que la grand-mère paternelle est très froide, impassible, lorsque son fils tombe dans l'escalier et se blesse suite à la dispute avec son frère. De ce fait, X va détester sa grand-mère paternelle, on est bien d'accord. Il dira « j'ai jamais pu la voir, elle fait toujours des histoires de famille, et à chaque fois que je vais chez elle, elle me prenait pour la boniche. » Un espèce de petit garçon à tout faire, qui était utilisé comme une chose à laver, repasser, lessiver, nettoyer, etc. Alors, avant même d'aller sur les grands-parents maternels, qu'est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous avez envie de commenter lorsque vous entendez déjà ces premiers éléments? Léo. Pas le document. Vous attendez de le recevoir, on va vous le donner tout de suite. Comme ça, vous êtes heureux. Étude de cas. Vous avez eu raison de préciser cela, mais il faut le dire plus vite. Comme ça, il n'y aura pas de soucis en plus. Voilà. Le temps que ça se charge, c'est un peu long, mais ça va. Voilà. Je suis pas dit. Affaire psychologique analysée 1. D'accord. Et je répète, c'est la page Affaire psychologique analysée 1. Non, c'est un deuxième mail. C'est pas dans ce mail-là. Vous allez recevoir un deuxième mail. Ah oui, de moi aussi, je crois. Vous allez taper document, étude de cas. Je crois. D'accord. Reçu Léo? Pas encore reçu. Pas encore? Tiens, voilà. Grands-parents de X. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ces premiers éléments, Moulin?
Qu'est-ce que ça implique déjà qu'un grand-père paternel soit mort à la naissance de X? Qu'est-ce que ça va avoir comme possible impact sur ce garçon? De quoi va-t-il manquer? On va partir du principe qu'un enfant a tout bénéfice à avoir ses deux parents, mais pourquoi pas aussi ses deux grands-parents, dans sa structuration normale. Donc, du fait qu'il n'y ait pas donc, de grand-père paternel qui soit mort, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il va lui manquer quoi? Ben, il va lui manquer un grand-père. Et quoi particulièrement d'un grand-père? L'affection. L'affection. C'est un grand-père. Donc c'est quoi? Un soutien. Quels sont les trois piliers, rappelez-vous, d'un bon développement personnel d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un adulte? L'amour, l'estime de soi, l'identité. Donc d'ores et déjà, si on devait résumer au regard de ces trois piliers de développement personnel, il n'a pas pu recevoir l'amour de son grand-père paternel. Donc il va pu le stocker, il n'a pas pu hériter de cet amour. Pourquoi c'est important? Parce que celui qui ne remplit pas sa psyché d'amour peut développer des éléments de froideur affective. Pas d'amour, pas de chaleur affective, donc froideur affective. C'est ça. Deuxièmement, alors, pas d'estime non plus. Parce que le grand-parent pourra dire j'estime ce que tu fais, c'est utile ce que tu fais, tu sers à faire des choses bien, tu es bien mon fils, continue, encouragement, motivation, mon petit-fils, pardon, tout ça, il aura pas. Donc il y a aussi un manque d'estime de soi. Et en matière d'identité, troisièmement, eh ben, il est l'enfant dont le grand-parent est mort. Ça veut dire qu'il y a dans son histoire personnelle, même si c'est éloigné, même si ce n'est pas directement lui, on a bien compris, il y a une première mort dans son parcours de vie. Concernant maintenant sa grand-mère, il dit, j'écoute Mouna. Il citait sa grand-mère. Pourquoi? Son caractère d'abord. Elle est froide. Merci Mouna. Elle est impassible. Donc vraiment sans émotion, hein, c'est ça que ça veut dire, impassible. C'est très rigide, très froid, sans l'impression qu'elle est toujours monotone, monocorde, monolithe, toujours uniforme. Lorsque son fils tombe, donc le père de notre individu X, dans l'escalier, il se blesse suite à la dispute avec son frère. Donc quelque part, lorsque un enfant tombe dans l'escalier, quelle que soit la raison, qu'est-ce qu'une mère normale devrait faire? Se précipiter vers son enfant, l'aider. C'est ça. L'aider, le soutenir, le porter assistance. Non? C'est ce que tu ferais, j'espère, en tant que papa. Hein? Ton bébé qui tombe dans l'escalier, toi tu dis ah ouais, c'est bien. Ouais. Ah ouais, t'es tombé. Impassible. Voilà. Non, en tant qu'enfant, tu t'aperçois qu'il y a un parent qui ne vient aucunement t'aider, qui n'a aucun sentiment de compassion, d'empathie pour toi. Donc c'est presque un rejet. Tu vois, tu aurais pu tomber, tu aurais pu avoir un accident, tu aurais pu avoir n'importe quoi, qui ne te considère pas, qu'elle ne te respecte pas. C'est comme si tu n'existais pas déjà. Tu es né, mais tu es mort. Tu es né, mais elle te rejette. Tu es né, mais elle t'exclut. Tu es vivant, mais pour elle, tu ne l'es pas. Ou pas vraiment. Tu comprends? Et alors il rajoute, hein, j'ai jamais pu la voir, donc c'est quelque chose de permanent, de systématique, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, donc c'est un ancrage. Et elle fait toujours des histoires de famille. Les histoires, c'est tout le bordel. On ne peut pas vraiment s'entendre avec elle, on ne peut pas se réconcilier avec elle, on ne peut pas nouer des bonnes relations, des relations normales même avec elle, puisqu'elle fait toujours des histoires. Et à chaque fois que je vais chez elle, elle fait quoi, Bourna? Elle me connaît pour la boniche. Ouais, ça veut dire quoi ça? Concrètement? C'est certainement ce qu'il a été machin. C'est ça.
Donc quelque part, quand vous êtes un petit enfant, fille ou garçon, bah, vous n'imaginez pas aller chez quelqu'un, même si cette personne a votre garde, hein, de vous livrer exclusivement à des tâches ménagères. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Cette grand-mère, elle pourrait jouer avec lui, cette grand-mère, elle pourrait lui faire des goûters, elle pourrait le sortir, elle pourrait faire plein de bonnes choses. Mais non, lui, c'est que des tâches ménagères. Donc il est relégué à être un balai. Il est relégué à être un seau. Il est relégué à être une machine à laver. Il est donc chosifié au lavage. Vous comprenez? Déjà, ça c'est important. Vous comprenez bien que les racines du bien passent nécessairement par l'amour, le partage bienveillant, l'aide et le soutien affectif, toutes ces choses qui font qu'on va aussi valoriser son enfant petit à petit. Oh mais comme il est beau ton dessin. Oh mais comme tu marches bien maintenant. Oh comme tu as grandi mon enfant. Parfois ça nous énerve même quand on a des tantes ou des papas qui nous disent ça. Hein, oh là là, qu'est-ce que tu as grandi? Oui, d'accord, ok. Mais quelque part, ils portent une attention sur vous. Ils ne sont pas indifférents à vous. Ils ne sont pas étrangers à vous. Alors là, c'est pas du tout ça. Une grand-mère paternelle, eh bien, va se montrer particulièrement froide et impassible. Donc, quelque part dans la lignée du père, vous imaginez qu'une mère comme ça, ayant déjà éprouvé son fils de cette manière-là, hein, c'est-à-dire on peut imaginer qu'elle soit aussi froide avec son petit-fils qu'avec son fils. D'ailleurs, c'est ce qu'il raconte. Son papa tombe dans les escaliers, elle est froide et impassible. Elle s'en moque complètement. Donc on peut imaginer que ce soit assez récurrent. Cette mère n'est pas affective, cette mère n'est pas aimante. Cette femme, voilà, finalement, est un glaçon. Donc son papa en a été forcément victime, quelque part. Il est victime d'une mère froide, comme le petit-fils est victime d'une grand-mère froide. Ça va? Donc manque d'amour et d'estime, forcément. Grands-parents maternels, eh bien, c'est un refuge pour X, car ils sont gentils, et en plus, ils ont une certaine proximité géographique. Alors, X les apprécie, surtout sa grand-mère maternelle. Alors, là, je veux dire à quel point il est crucial que lorsque un membre de la famille n'est pas à la hauteur des enjeux affectifs ou d'éducation normale, il est bienvenu, et toujours bienvenu, et quelle que soit la personne finalement dans la constellation familiale, même éloignée, qui apporterait, elle, cet amour, cette estime de soi, cette identité positive. Autrement dit, ce qui va faire aussi la différence entre un délinquant et quelqu'un qui va se réinsérer, c'est que le délinquant peut, dans son parcours de vie par exemple, n'avoir aucune alternative, aucun substitut à un père ou une mère positive. Alors qu'il y en a un autre qui peut avoir une grand-mère comme ça, même un père comme ça. Mais à partir du moment où la maman, la grand-mère, la tata, une amie a vraiment joué un rôle positif à côté de cela, alors il aura quand même une ressource sur laquelle il pourra se fonder et développer son amour et une normalisation générale. Et donc c'est capital, c'est-à-dire se dire que quand vous avez un enfant qui n'est pas aimé, qui est maltraité, n'oubliez jamais que même vous pouvez lui apporter beaucoup d'amour. Vous ne serez pas le papa, vous ne serez pas la maman, mais vous serez peut-être un grand frère, vous serez peut-être voilà, un modèle, c'est-à-dire au moins il aura vu dans sa vie qu'il y a des garçons qui peuvent être bien, des mamans qui peuvent être bien, des filles qui ne sont pas toujours des salopes, des personnes qui sont tout à fait respectables, dignes d'être respectées. Et ça c'est très important vraiment, qu'au moins il puisse voir dans son univers quelqu'un comme ça. Donc ne manquez pas, j'allais dire la charité générale, même si vous ne connaissez pas la personne. Ça peut avoir des enjeux majeurs par exemple. Ok? Alors, son père, il lui dit qu'il a 43 ans au moment des faits. Alors, je ne sais toujours pas préciser quel fait, hein, tant mieux, on parle vraiment d'un vécu en essayant de savoir ce qui a bien pu se passer. 43 ans au moment des faits, il est chauffeur routier, il est nerveux, sympathique certains jours, méchant d'autres jours, et il est très doué dans les travaux manuels. 12-13 ans auparavant, il y a eu une grave dispute avec son frère, celle la même, dont il se souvient du fait de la rigidité de sa mère, qui refuse de le payer pour des travaux effectués dans la maison de ce dernier,
Alors son papa est frappé et poussé dans l'escalier, puis blessé la tête devant sa propre mère, qui reste impassible. Ah oui, donc là on comprend que c'était un contexte violent, on ignorait les détails. Donc là on a quand même frappé, poussé dans l'escalier, blessé à la tête, et la mère ne dit rien, ne fait rien, et Monsieur X, petit-fils alors, ou fils de, observe la scène et témoin de cette ahurissante attitude de sa grand-mère. Quel impact ça peut avoir sur le garçon? Parce qu'il est à l'école de la famille, il est à l'école de la vie. Donc il se dit, quand on est adulte, pour l'instant ce qu'il vient de voir de cette scène, c'est un adulte, quand il est normal, il est violent, il est conflictuel. Ou alors, quand on est adulte et que rien ne change, on est rigide, on est franc, on est impassible. C'est sa référence. Vous me suivez? En tout cas, du côté de sa mère, de son père, pardon, de son côté paternel. Pour l'instant, il en voit que du mauvais du côté paternel. Néanmoins, il dira, parce que ce sont ces termes à chaque fois, tout ce dont je vous parle, c'est le témoignage de monsieur reconstitué ou confronté à d'autres, mais en tout cas qui sont confirmés. Il est nerveux, certes, mais sympathique certains jours quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas que mauvais, ce père. Il a des moments agréables, des moments qui sont différents, en tout cas, de cette scène de violence et d'impassibilité. Alors ça, c'est important, parce que si un enfant voit, imaginez 30 secondes, que le père peut être un bon père, gentil, bienveillant à un certain moment, ou au moins sympathique, et de l'autre qui est blessé par la vie, et on ne s'occupe pas bien de lui, etc., il aimerait bien entendu que ce qui le rend malheureux soit évacué, et ce qui le rend heureux soit optimisé pour sa relation de père-fils positive. Ouais. Et là, déjà là, se jouent, vous savez, les réactions qu'on a par opposition. C'est-à-dire, je ne veux pas faire en transfert ce que ma grand-mère a fait. Je ne veux pas que mon père ait à subir ce que ma grand-mère a fait. Donc, voilà. N'oublions pas cette histoire de transfert au passage. Bon, alors forcément, le mal-être de son papa, non résolu, à l'évidence, l'amène à devenir alcoolique. Parce qu'il est mal aimé de sa mère, parce qu'il est maltraité donc ou mésestimé dans sa propre famille, parce qu'il n'y voit pas vraiment un développement personnel normal, lui, le père. Et donc, il devient alcoolique jusqu'à une dizaine de bouteilles par jour, ce qui n'est pas rien, et de ce fait aussi extrêmement violent avec X et sa propre femme, donc c'est la maman de X, sous l'empire de l'alcool. Plus quand on s'interpose à lui, mais il n'est pas violent néanmoins avec ses propres filles. Et alors là, qu'est-ce que vous pensez? S'il n'est pas violent avec ses propres filles et qu'il est extrêmement violent avec son fils, ça fait quel effet pour l'enfant? Voilà. Ouais, c'est injuste. Pourquoi lui, il a un traitement de faveur, entre guillemets, et les autres filles, elles sont protégées, elles n'ont rien? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? Et puis, les filles, pourquoi elles sont protégées, pourquoi elles n'ont rien? Non seulement c'est injuste, mais ça laisse quand même aussi, on peut le comprendre, une forme de mépris de la femme, parce que la femme, non seulement la maman, là, la grand-mère, là, elle est impassible, c'est une horreur, mais en plus les filles, elles sont protégées. C'est quoi cette histoire, les femmes, là? Oh. Alors, à un moment donné, le papa va déserter, puisque il s'y sent pas bien, il n'est pas à son rôle, et peut-être aussi que, voyant qu'il tourne mal, il ne veut peut-être pas donner un mauvais exemple à son fils. Vous voyez, quand on n'arrive pas à s'en sortir soi-même, mais qu'on a au moins la lucidité de se dire bon, je vais pas bien, mais comme je n'arrive pas à revenir dans le bon chemin, dans le droit chemin, je vais au moins m'éloigner pour que ce soit moins pire. Quand je suis là, je suis violent, si je suis pas là, je suis pas violent. Si je suis là, je suis alcoolique, si je suis pas là, je suis pas alcoolique, mon fils ne le voit pas. Vous voyez, il y a quand même peut-être cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Oui, Guy.
Alors, il fut un jour malheureux où ce papa jeta un produit toxique dans les yeux de sa femme, car elle l'empêchait ce jour-là de prendre la route en état d'ivresse. Vous vous rendez compte? Donc dans ce basculement terrible, le papa va blesser gravement au regard son épouse, qui va rester handicapée à vie, qui sera devenir aveugle, hein, pour tout dire. Bon. Conséquence, alors c'est là où il faut bien réfléchir, le fils, donc notre petit-fils X, n'a plus un bon père, n'a plus une mère normale, aveugle, tout ça, par la faute de la grand-mère. C'est une victimation en cascade. Vous comprenez bien qu'à cause du malamour, on va l'appeler comme ça, de cette grand-mère, première victime, le papa, deuxième victime maintenant la maman, hein, qui s'en prend pour son grade par ricochet, et puis bien entendu X. X qui est victime de ce contexte familial en tant qu'enfant qui subit de plein fouet. La machine reste ouverte. Voilà. Alors, évidemment que le permis de conduire, et heureusement, lui est retiré après un accident de voiture, qui n'était qu'un accident de voiture sans blessé ou sans mort même humaine. Et l'assistante sociale, alors, a demandé à plusieurs reprises l'hospitalisation du père, tellement l'ambiance familiale était désastreuse. On ne connaît pas les détails, mais enfin, quand on demande une hospitalisation d'office presque, une institutionnalisation de la prise en charge, c'est que vraiment, il n'y a pas d'alternative, que c'est vraiment un raz-de-marée de conflits, de problèmes ou de violences qui s'abat sur la famille. Et retenons également enfin que quelques mois avant le crime, le papa va tenter d'étrangler X. Le père va donc tenter d'étrangler son fils. Alors, si on est dans la même logique que ce que nous venons de dire, grand-mère impassive, froide, mal-aimante, implique papa devenu problématique, dangereux, alcoolique, violent, etc., implique maman non affective, aveugle, etc.,